Nous allons commencer du coup cette visioconférence. Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire donc, sur le confort d'été. Donc, comment avoir moins chaud chez soi donc l'été. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord se présenter. Donc, je m'appelle Scott Zimmerman et voici ma collègue Marie Falcon. Nous sommes tous les deux donc conseillers et conseillères Info Énergie à l'ALEC 38. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le service Info Énergie, c'est un espace de conseil auprès des particuliers sur tout ce qui est relatif à la rénovation énergétique des logements. Donc nous, notre rôle, notre mission, c'est de vous accompagner donc à la fois sur la thématique technique, donc par exemple sur l'analyse de devis ou encore sur la définition de travaux prioritaires par rapport à votre logement, mais également de vous accompagner sur la thématique financière, donc notamment sur l'attribution des aides financières donc pour la rénovation. Donc, ce service d'Espace Info Énergie, il est porté par deux associations en Isère. Donc, la première qui est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui opère essentiellement sur la métropole grenobloise, et donc l'AGDN, qui, elle, a un rayonnement plutôt départemental. Donc, vous pouvez nous contacter, comme vous pouvez le voir ci-dessous, donc par téléphone, mais également par mail ou plus occasionnellement par courrier. Juste pour vous préciser que le webinaire sera enregistré et disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube de l'ALEC. Voilà. Alors, donc, chaîne YouTube de l'ALEC, où d'ailleurs vous retrouverez les deux précédentes visioconférences sur la thématique donc, des offres à 1 euro pour l'isolation et sur la thématique de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur. Du coup, alors de quoi on va parler ce soir? On va parler évidemment du confort d'été, vous en doutez bien, mais on va traiter cela via deux grosses parties. Donc la première qui va se consacrer sur la protection de la chaleur, donc comment se protéger de la chaleur, et la seconde partie sur les apports de fraîcheur que l'on peut donc utiliser en intérieur. Donc ces deux parties seront ponctuées de temps de questions-réponses, donc en règle générale 10-15 minutes. Donc on ne pourra peut-être pas traiter toutes vos demandes, mais à ce moment-là, je le précise dès maintenant, n'hésitez pas à prendre contact avec l'espace Info Énergie si vous avez une quelconque demande qui se rapproche de cela. Et donc, vous pouvez poser vos questions via le chat en écrivant un petit message. Comme ça, voilà, on sélectionnera les questions et on essaiera de répondre au maximum. Voilà, donc tout à fait, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. N'attendez pas le moment des questions-réponses, posez-les directement, ce sera plus simple. Donc avant d'entamer la première partie, on a quand même voulu vous faire quelques petits rappels de contexte, donc une petite intro. Donc la première partie, ça va concerner donc, le changement climatique. Donc le changement climatique, vous expliquer un petit peu dans quoi nous nous sommes embarqués et dans quoi nous allons nous embarquer d'ici les prochaines années. On va vous présenter du coup ce petit graphique de Météo France. Donc ce graphique, il représente l'évolution des températures moyennes annuelles en France depuis les années 1900. Donc ce graphique, il est intéressant pour deux raisons principales que l'on va voir donc maintenant. Donc pour vous expliquer quand même rapidement la lecture de ce graphique, parce que ce n'est pas forcément intuitif, vous avez en abscisse les années, donc en la barre horizontale, pardon, donc des années 1900 à 2019, et donc sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, les écarts de température par rapport à une température donc moyenne nationale qui a été calculée sur les années 1961 à 1990. Et donc cette température moyenne annuelle sur ces 30 années, elle est de 13,7 degrés. D'accord? Donc en fait, tous les petits bâtonnets que vous pouvez voir donc, sur le graphique, donc les bâtonnets rouges qui représentent les écarts de température qui sont au-dessus de cette moyenne de 13,7 degrés, et les bâtonnets donc, bleus qui représentent les écarts de température donc inférieurs. Et donc là, ce graphique il est intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez d'ores et déjà voir très facilement qu'à partir des années 1990, donc depuis 30 ans, on n'a pas eu une seule fois des écarts de température moyenne annuelle qui soient inférieurs à ces 13,7 degrés. Et c'est quand même assez marquant parce qu'on peut voir que depuis 1900 à 1990, on a plutôt des cycles qui se succèdent, donc des écarts de température à la fois à la baisse et à la hausse.
Or, depuis 30 ans, ce n'est plus le cas. Ça, c'est la première chose que l'on peut constater. Donc, voilà, c'est ce que je vous marque là de suite maintenant. Et l'autre information qui, à mon sens en tout cas, est encore plus importante, c'est le niveau des écarts de température. Donc, pour parler de façon plus directe, la hauteur des barres depuis 1990. Donc là, si vous prenez par exemple le milieu du graphique et le côté gauche, vous voyez que les écarts de température, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse, sont relativement stables. Ça gravite entre 0,5 et 1 degré, donc à la hausse ou à la baisse. Depuis 90, on a quand même une évolution qui tend à augmenter donc cet écart de température plutôt à la hausse. Et donc là, vous le voyez très bien, notamment depuis les dernières années, donc depuis 2014, on a une hausse moyenne de 1,5, 2 degrés supplémentaires par rapport à cette température moyenne annuelle de 13,7 degrés. Donc ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Donc maintenant que ce postulat il est posé, certains d'entre vous peut-être se posent la question, oui, alors c'est bien joli, mais à quoi ça correspond finalement? À quoi correspond ce plus 1,5 degré, ce plus 2 degrés de température en hausse? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça ne l'est pas? Donc on va le voir de suite. Donc, pour vous expliquer ce principe-là, on vous a montré un petit exemple. Donc, c'est un exemple qui date depuis un certain temps, parce qu'il faut remonter 20 000 ans en arrière. Donc, il y a 20 000 ans en arrière, on était dans une période glaciaire. Et finalement, qu'est-ce qui était vraiment différent dans cette époque comparé à maintenant? C'est que tout simplement, on avait 5 degrés de moins par rapport donc aux températures moyennes annuelles. Donc, je ne parle pas de moins 20, je ne parle pas de moins 15, c'est juste moins 5 degrés de moins. Donc, au lieu d'avoir 13,7 degrés de moyenne annuelle, on avait 8,7, tout simplement. Donc, juste avec ces 5 degrés de différentiel, vous pouvez constater avec ce slide les évolutions qu'il y a pu y avoir donc, auparavant. Donc, plusieurs kilomètres de glace recouvraient l'Amérique et l'Europe du Nord. La France ressemblait au nord sibérien actuel. Et on pouvait passer à pied sec de France en Angleterre, la mer étant plus basse de 120 mètres. Voilà, donc c'est quand même des changements drastiques. Et donc là, je pense que déjà vous comprenez un petit peu dans quoi on s'embarque. Vous prenez le schéma que vous avez là devant vous, vous le retournez à l'envers, et vous pouvez imaginer qu'est-ce qui va arriver si on a 5 degrés de plus, euh, comparativement donc à la moyenne dont je vous parlais des 13,7 degrés. Donc tout ça pour vous dire quoi, finalement? Tout ça pour vous dire que la problématique du confort d'été va devenir de plus en plus prépondérante. Donc, on peut même déjà d'ores et déjà parler de confort estival et plus vraiment de confort d'été. On n'est plus sur des températures élevées en juillet et août, et on est vraiment sur des températures qui deviennent de plus en plus importantes sur une plus grosse majorité de mois. Donc maintenant que ce rappel du contexte il est fait, on va retourner à notre problématique donc, centrale, notamment les centres urbains. Donc, on va notamment vous parler des îlots de chaleur urbains. Donc, qu'est-ce qu'un îlot de chaleur urbain? C'est une élévation de température de l'air et ou de surface des centres-villes par rapport aux périphéries et particulièrement la nuit. Donc, vous avez ce petit schéma qui l'explique très facilement. Hein. Tout simplement, il fait plus chaud en centre-ville qu'ailleurs, tout simplement. Alors, pourquoi? Pourquoi? Donc, on vous a cité trois petites explications sur le slide. Ce n'est pas du tout exhaustif, hein. Mais comme explication, on peut citer par exemple les propriétés des matériaux utilisés. Béton, 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 goudron. Il faut ne citer que ceci. L'occupation des sols, donc les sols minéralisés, l'absence de végétation. Là, vous pouvez très facilement comprendre. On peut prendre un exemple. Hein. On est le 8 juillet, vous êtes dans votre jardin, vous marchez pieds nus sur votre jardin, forcément, il fait beaucoup moins chaud que si vous marchez sur votre terrasse. Voilà, c'est exactement pareil en ville. Bien sûr, c'est multiplié par X nombre. Et enfin, donc, le dégagement de chaleur issu des activités humaines, qui évidemment, moteur, système de chauffage et climatisation, ça consomme de l'énergie, et qui dit consommation d'énergie, dit forcément dégagement de chaleur. Au-delà de ça, et on pourra le voir rapidement tout à l'heure, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes un petit peu des petits radiateurs sur pattes. Donc évidemment, plus il y a de personnes agglomérées dans un espace plus ou moins confiné, donc les villes, les centres-villes, plus ça dégage de la chaleur, et donc plus ça aggrave, entre guillemets, cette problématique de confort estival.
Au-delà de ces rappels donc, de contexte, on a quand même voulu vous faire deux, trois petits rappels d'éléments factuels, donc purement physiques et naturels, notamment la courbe du Soleil. Alors, vous avez l'image devant vous qui explique à elle seule finalement ce que je vais vous expliquer là maintenant. C'est que vous avez donc une inclinaison du Soleil qui est donc différente selon la saison dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, concrètement, à l'heure actuelle, on est plutôt sur un soleil d'été. Et donc, vous voyez que l'inclinaison du soleil est proche de la verticale. A contrario, le soleil hivernal, on va dire, a une inclinaison beaucoup plus proche de la Terre. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête pour plusieurs raisons. La première, vous le voyez par rapport à cette image, c'est que sur toutes les protections qu'on va pouvoir mettre en place pour limiter justement les apports solaires en été, ils vont être dimensionnés par rapport à ça. Donc là, l'image le montre bien. Vous voyez la petite protection solaire d'1 mètre supplémentaire, donc l'avancée de toiture, qui permet justement de limiter donc les apports solaires d'été. Donc ça vient bloquer littéralement. Alors qu'à contrario, le soleil donc, de l'hiver peut toujours passer et donc chauffer de façon passive la pièce concernée. Au-delà de ça, petit rappel aussi très rapide, évidemment, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est quand même important de le rappeler aussi pour une autre raison. On pourra aussi en parler rapidement plus tard, mais la façade ouest est aussi très concernée sur les problématiques de surchauffe. Donc on pourra y revenir rapidement plus tard. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ce soit en neuf ou en rénovation, la prise en compte de ces courbes et donc de ces inclinaisons du soleil est essentielle pour le dimensionnement de bonnes protections et de bonnes occultations donc, en été. Enfin, ce sera le dernier élément de l'introduction. Toutes les solutions qu'on va pouvoir vous présenter là ce soir, toutes ces solutions vont avoir un impact sur l'un des paramètres que vous voyez donc ci-contre. Donc l'humidité, la température et la vitesse de l'air. Donc dans l'idéal, pour avoir un confort optimal, il faudrait avoir, on va dire, justement une optimalité dans ces trois paramètres. Donc on va le voir tout de suite là maintenant, mais tout ce qui est relatif à la température, on va l'aborder dans la première partie qui concerne donc la protection contre la chaleur estivale. Et plutôt la vitesse de l'air et l'humidité seront plutôt utilisées dans la seconde partie, notamment dans les solutions, on va dire, plus ou moins techniques, qui pourraient être du coup mises en place pour rafraîchir l'air intérieur. Donc du coup, on va entamer la première partie. Donc se protéger de la chaleur. Donc cette première partie, elle commence par par la conception de l'eau climatique. Donc ça va sûrement concerner une faible partie d'entre vous, mais il nous semblait quand même important de préciser certains éléments pour le neuf. Donc tout d'abord, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais le premier outil pour se protéger de la chaleur, c'est les casquettes, c'est les avancées de toiture. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas forcément y revenir. L'autre outil qui peut être utilisé et qui fait finalement le lien avec le premier, c'est tout ce qui est masque végétal. Donc, quand on parle de masque végétal, on pense notamment aux arbres à feuilles caduques. Alors ces arbres, finalement, sont dégarnis en hiver, donc laissent passer le soleil et laissent la possibilité de chauffer, encore une fois, de façon passive la pièce concernée, la façade concernée, tout en ayant, à contrario, une très forte ramure en été, donc beaucoup de feuillage en été, et qui peuvent permettre une occultation du soleil d'été. Il faut prendre ça quand même avec quelques pincettes, déjà parce que ça ne concerne pas tout le monde, et que surtout derrière, ça concerne également des arbres relativement grands et surtout qui sont relativement proches du logement. Mais c'est quand même important d'en parler parce que vous pouvez très bien utiliser cette solution pour rafraîchir la proximité de l'arbre et donc pourquoi pas aménager donc, des coins de détente dans un jardin ou autre. L'autre élément, l'autre outil qui peut être utilisé donc, pour améliorer le confort estival, c'est les points d'eau. Donc, on a parlé rapidement dans l'introduction des îlots de chaleur. Vous prenez la problématique à l'envers et vous avez ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Et donc, ces îlots de fraîcheur, ça passe justement par ces points d'eau. Donc, ça peut être sous forme de jardin à la japonaise, de mares, d'étangs ou autres, qui vont permettre justement d'avoir une ambiance plus tempérée, donc à proximité donc, des points d'eau.
Et enfin, et c'est souvent un outil qui est un petit peu oublié, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est revêtement extérieur. Donc, qu'est-ce que j'entends par revêtement extérieur? C'est par exemple le sol de votre terrasse, par exemple. Euh, Si vous avez une terrasse en béton, forcément, ce sera beaucoup plus chaud en été que si vous avez une terrasse en bois, par exemple. Euh, Autre élément, ça peut être aussi par rapport à la couleur du revêtement extérieur final. Donc, plus vous tendez vers des couleurs sombres, donc des couleurs noires, plus le matériau aura tendance à chauffer rapidement. Et à contrario, si vous avez une surface qui est très claire, je vais prendre les extrêmes, donc une surface blanche, celle-ci aura tendance à refléter les rayons du soleil et donc ça peut avoir un effet pervers de forcément chauffer donc l'espace qu'il y aura à côté, donc la façade concernée. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, il faut un petit peu éviter ces couleurs à l'extrême, donc noir et blanc, et plutôt tendre vers des couleurs neutres pour justement éviter ce genre de problème. Donc là, on a parlé des terrasses, mais c'est exactement le même problème pour les toitures. Donc, des toitures très sombres, des toitures terrasses très sombres, noires, euh, vont chauffer beaucoup plus rapidement qu'une toiture en tuiles classique. Voilà. Alors, la seconde partie de cette première partie, du coup, va concerner l'isolation thermique. Alors là aussi, c'est un rappel, parce qu'on a aussi souvent tendance à l'oublier, mais l'isolation thermique, une bonne isolation thermique, elle concerne à la fois la protection contre le froid, pardon, et à la fois la protection contre le chaud. Donc le but, c'est de créer un cocon protecteur tout autour du logement. Et donc encore une fois, le but final, c'est de lisser les températures et pas d'avoir des gros écarts entre l'intérieur et l'extérieur. Ainsi, justement, de maintenir Oui, le chaud en d'avoir, hiver et le voilà, frais en été. tout à fait. Alors là, du coup, vous vous posez sûrement la question, alors oui, un projet d'isolation, c'est très bien, mais qu'est-ce que l'on prend comme produit isolant? Est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce qu'il y a des différences notables ou pas? Donc oui, les produits isolants ne se valent pas, très clairement, pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'ils ont des propriétés différentes, que ce soit en termes de conductivité thermique. Donc la conductivité thermique, pour rappel, c'est la capacité d'un isolant à effectuer son rôle principal, donc d'isolation. Plus l'isolant aura une conductivité thermique, je vais y arriver, importante, moins il sera isolant. Et à contrario, plus la conductivité thermique sera faible, plus le produit sera isolant. Donc on a des différences par rapport à ça. On a aussi des différences par rapport à l'inertie et au déphasage thermique qu'on va voir très rapidement là maintenant. Et aussi des différences de tassement. Les autres différences qu'on peut noter, c'est sur les emplois. Vous avez des isolants qui sont utilisés pour des usages spécifiques, euh, notamment pour la protection contre l'humidité, par exemple. Donc, je prends l'exemple du liège. Voilà. Et enfin, évidemment, l'ensemble des produits isolants ont des caractéristiques différentes, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau des impacts environnementaux et sanitaires. Donc, même si on éjecte la problématique du confort d'été, évidemment que les produits isolants, tous ne se valent pas. Maintenant, si on rentre vraiment dans la problématique du confort d'été, vous avez quand même un élément qui peut être opportun, on va dire, de valoriser, c'est le déphasage thermique. Donc, qu'est-ce que le déphasage thermique? C'est en fait la capacité d'un produit, que ce soit isolant, que ce soit une paroi ou autre, c'est la capacité d'un produit à ralentir le flux de chaleur en son sein. D'accord? Donc, pour vous expliquer cela de manière plus factuelle, on vous a montré du coup on va vous montrer plutôt l'exemple suivant. Donc, dans cet exemple, vous avez, alors là aussi pour vous expliquer un petit peu le graphique, vous avez donc en abscisse les heures de la journée et dans l'axe des ordonnées, donc les températures. Donc là, vous voyez que vous avez deux courbes, à la fois une qui concerne les températures extérieures et une autre qui concerne donc les températures intérieures. Alors, le déphasage thermique, en fait, il s'explique par deux éléments. Vous avez à la fois donc un amortissement du pic de température. Donc là, par exemple, à 14 heures en extérieur, on est à 35 degrés. Nous, à l'intérieur, notre pic de température, on l'a uniquement à 2 heures du matin. Donc ça, c'est notamment dû à ce déphasage thermique. Donc on a un décalage du flux de chaleur dans le temps. D'accord? L'autre élément qui explique le déphasage thermique, c'est l'affaiblissement du pic. Là aussi, vous pouvez le voir sur le graphique.
Au moment où vous avez la température maximum en extérieur de 35 degrés, vous, en intérieur, vous n'avez que 27 ou 28. D'accord? Donc, en fait, ce déphasage thermique, c'est un élément à prendre en compte pour le confort des terres parce qu'il va vous permettre de lisser justement les températures intérieures pour qu'elles ne soient pas corrélées avec les températures extérieures. Donc, on en revient un petit peu à ce qu'on disait sur l'isolation thermique. Le but, c'est d'avoir une température plus ou moins uniforme en intérieur, qu'importe euh, les écarts de température extérieure qu'on peut avoir. Donc, tout ça pour vous dire quoi finalement? Tout ça pour vous dire que les produits ne se valent pas et donc on a une différence d'efficacité entre les produits conventionnels que l'on peut avoir, donc notamment la laine de verre, et les produits biosourcés, donc typiquement la fibre de bois, qui en règle générale possèdent une densité et donc une inertie un petit peu plus importante que les produits conventionnels. Alors évidemment, je ne rentre pas dans le spécifique, on n'a pas le temps, mais c'est pour vous donner des, voilà, des ordres de grandeur, des ordres d'idées. Donc finalement, qu'est-ce qui caractérise le déphasage thermique, si vous voulez choisir entre deux types d'isolants par exemple? Le gros facteur qui influence le déphasage thermique, c'est la densité du matériau. Plus vous aurez un matériau qui est dense, plus a priori vous pourrez avoir donc un déphasage thermique plus important. Oui, je fais juste une petite précision sur les températures. Ça, c'est valable pour une paroi donnée. Après, effectivement, il y a d'autres facteurs qui peuvent faire monter la température et ce sera l'objet des diapos juste après. Autre point extrêmement important, qui est d'ailleurs même plus important que le précédent, on a parlé des produits, mais c'est surtout la mise en œuvre qui est extrêmement importante d'un point de vue d'une isolation thermique, qu'elle soit pour le confort d'été ou pas d'ailleurs. Donc pour rappel, en été, la majeure partie du rayonnement solaire touche la toiture et non la façade sud. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je vais vous présenter un petit exemple rapide par rapport à la toiture. Et donc c'est plus ou moins la partie centrale pour se protéger donc, contre le confort d'été. Donc là, vous avez la petite image qui le montre, hein. Donc la partie en rouge, en fait, c'est la partie d'irradiation solaire, d'impact du solaire sur votre logement. Et donc, vous voyez, comme je vous disais donc, il y a quelques instants, que la partie ouest de votre logement est tout de même assez exposée au soleil donc, estival. Donc, on pourra en parler tout à l'heure, mais par rapport aux ouvertures, c'est important. Et donc, pour vous montrer l'exemple, j'ai pris un exemple de toiture. Et en fait, là, l'idée qu'il faut garder en tête, c'est que comme pour votre façade sud, ben, cette façade, vous allez la protéger via des casquettes, via des stores, via des pergolas. Ben, pour la toiture, on va essayer d'avoir un petit peu la même réflexion. Donc, au-delà de l'isolation de la toiture, on va essayer de ménager une aération de la toiture pour justement permettre une diminution de la température à ce niveau-là. Donc, par rapport à l'exemple, alors je vais essayer de vous montrer ça avec un petit projecteur. Hop, vraiment, vous êtes censé voir. Donc, vous avez ici en fait ce qu'on appelle un contre-latage. Et ce contre-latage, en fait, il permet justement l'aération de la toiture. J'en parle très rapidement, hein, mais d'un point de vue réglementaire, très souvent, on est sur 2 cm. Et c'est assez peu justement pour permettre une très bonne aération de la toiture, notamment pour le confort des terres. Voilà, bref, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'au-delà de l'isolation en tant que telle de la toiture, c'est aussi important d'avoir des sortes de casquettes pour justement donc protéger cette surface-là, un petit peu comme votre façade sud. Et on parle bien d'aération au-dessus de l'isolant, côté extérieur Oui. et pas côté intérieur du Oui, logement. oui. Donc rien à voir avec la ventilation que vous avez à l'intérieur des logements via une VMC ou autre. Le troisième point, donc, il concerne les ouvertures. Donc là, très rapidement, c'était pour vous montrer quels outils existaient, quels mécanismes existaient pour se protéger donc, de l'inconfort estival. Donc là, vous retrouvez tout ce qui est brise-soleil orientable. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est juste des stores dans lesquels vous avez la possibilité de pivoter en fait des lames, l'inclinaison des lames, et qui vous permet donc, contrairement à des stores classiques, d'avoir une augmentation de la luminosité intérieure, je vais y arriver, tout en vous protégeant donc de l'inconfort du soleil. Et donc ces briques orientables, vous pouvez les avoir sous différentes formes. Donc comme je vous disais, soit sous forme de store déroulant, soit sous forme comment je pourrais dire ça, de protection amovible, comme avec des panneaux photovoltaïques.
Donc là, vous ne le voyez pas forcément sur la photo, mais excusez-moi, je vais revenir en arrière. Hop. Là, vous ne le voyez pas forcément sur la photo, mais vous pouvez très bien avoir la possibilité d'avoir des panneaux photovoltaïques qui soient aussi pivotants pour justement répondre à ces besoins. Vous avez tout ce qui est pergola, donc là, ça peut concerner tout ce qui est terrasse notamment. Là aussi, avec un degré plus ou moins écologique et bioclimatique, vous avez des pergolas où la protection peut se faire en très grosse partie avec des plantes grimpantes, donc par exemple la glycine. A contrario de pergolas où finalement il faut des matériaux, donc du bois ou autre, pour justement assurer donc l'occultation en tant que telle. Et enfin, vous avez tout ce qui est store volé. Donc là, vous avez deux exemples. Donc un premier exemple de store à projection. Donc vous pouvez donc projeter justement en face de vous pour justement un petit peu comme le bricelet orientable, avoir plus de luminosité dans la pièce concernée sans avoir donc les rayonnements solaires qui rentrent dans la pièce. Et l'autre exemple, qui est un petit peu hybride pour le coup, donc là des volets battants un petit peu à la persienne, avec là aussi donc une possibilité de projection donc d'une partie du volet. Et donc là encore, on vous le rappelle, attention aux ouvertures à l'ouest, que ce soit en neuf ou en rénovation, vraiment prendre en compte cette problématique de confort d'été, parce que comme je vous le disais en introduction, ça ne va pas aller en s'arrangeant, donc gardez-le en tête. Enfin, vis-à-vis de la protection de la chaleur, on a parlé des protections extérieures, mais il faut aussi parler des apports de chaleur qu'on peut avoir à l'intérieur même du logement. Donc là aussi, c'est souvent quelque chose qui est mis de côté, hein. Et c'est un petit peu dommage que selon les appartements, selon les ménages, selon les logements, ça peut être un apport de chaleur plus ou moins important. Donc là, pour vous resituer quand même aussi rapidement le contexte, on a quand même une utilisation qui est quand même de plus en plus importante d'appareils, on va dire, de tout genre, hein. Donc ça peut être des luminaires spécifiques, ça peut être des appareils de cuisson, des cookies, etc. Ça peut être l'utilisation d'appareils numériques, ordinateurs portables, télévision HD, four, micro-ondes, etc. Bon, tout ça, ce sont des appareils qui consomment de l'énergie et qui donc produisent de la chaleur. Donc évidemment, la réduction de l'utilisation de ces appareils est aussi un facteur qui peut être plus ou moins important pour votre confort donc estival. Donc, comme je vous disais donc, au tout début, quel est le point commun entre le petit bonhomme qui représente nous-mêmes, hein, et ces appareils? Ben, c'est qu'on est tous un petit peu des radiateurs sur pattes. Donc, c'est quand même important de le garder en tête. Et c'est notamment intéressant parce que, on le verra rapidement tout à l'heure, mais vous avez pu répondre à un questionnaire, un petit sondage en ligne pour cette visioconférence, et on verra que les résultats pourront un petit peu corroborer ce que je viens de vous dire. Alors, juste avant de voir justement les résultats du sondage en tant que tel, on va vous montrer une petite vidéo qu'on a faite. Alors, Pour protéger mon logement de la chaleur, la méthode la plus efficace est de fermer les volets dès que la fenêtre est exposée au soleil. Il faut donc connaître la trajectoire du soleil. Pour garder de la lumière, je fais osciller mes volets, si c'est possible, ou je les garde entrouverts. Mais surtout, je garde les fenêtres fermées pour conserver la fraîcheur. Si je n'ai pas de volets, je ferme les rideaux intérieurs pour éviter que le soleil ne réchauffe trop le sol et les murs. Si j'ai des volets roulants, je les descends jusqu'à ne plus avoir de soleil du tout à l'intérieur de la pièce. Les brises-soleil orientables permettent de ne pas avoir de soleil direct tout en conservant de la lumière. Si je dispose d'un store extérieur, je l'ouvre pour faire de l'ombre devant mes fenêtres, mais aussi pour éviter l'exposition des matériaux qui stockent la chaleur, comme le béton ou la brique. Sinon, le dégagement de chaleur du balcon ou des murs le soir va ralentir la baisse de température. En plus d'être jolies, des plantes bien placées devant les fenêtres ou sur les terrasses font écran au soleil et apportent de la fraîcheur. Côté cuisine, quand il fait chaud, je limite les sources de chaleur. Je réduis l'utilisation de mon four et, si je l'utilise, j'évite d'ouvrir la porte pour vérifier la cuisson, ce qui propage de l'air très chaud. Je privilégie la cuisson à l'extérieur si j'ai la chance d'avoir un barbecue ou une plancha et je consomme principalement des plats froids comme des salades. Pour rafraîchir mon logement, le plus efficace est d'aérer en créant un courant d'air la nuit et au petit matin.
J'ouvre en grand les deux fenêtres opposées, par exemple à l'est et à l'ouest. Cela renouvelle rapidement l'air et fait baisser la température. Si mon logement est sur plusieurs niveaux, je fais un courant d'air de bas en haut en ouvrant la porte des escaliers. Plutôt qu'une climatisation qui oblige souvent à laisser la fenêtre entr'ouverte, qui consomme beaucoup d'énergie et qui réchauffe l'air extérieur, j'utilise un ventilateur devant lequel je peux placer une serviette mouillée. C'est l'évaporation de l'eau qui va refroidir naturellement l'air de la pièce. Une dernière astuce consiste à congeler une bouteille d'eau et à la placer devant le ventilateur. L'air brassé paraîtra beaucoup plus frais. Voilà, du coup, comme je vous disais donc tout à l'heure, vous avez pu voir qu'il y a eu un petit sondage donc en même temps que le mail de confirmation qu'on a pu vous envoyer. Et donc voici les résultats. Donc on a eu à peu près 27 du coup, réponses. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que même les gestes, on va dire, les, les plus basiques, le b.a.-ba, si je peux appeler ça comme ça, donc notamment la fermeture des volets, ben, finalement, il n'y a que 80% des personnes qui le font. Euh, Au-delà de ça, et notamment pour rebondir sur la dernière slide qu'il y a eu sur les apports internes de chaleur, vous voyez bien que au niveau des extinctions des veilles et sur la limitation des appareils, donc ici, des appareils donc, en tout genre, ben finalement, vous êtes relativement peu à le faire. Donc j'imagine qu'il y a eu pas mal aussi peut-être d'incompréhension par rapport au sondage. Je pense notamment aux fermetures des ouvertures qui a peut-être pu vous paraître étrange. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de résultats. Et donc là, on voit très bien que sur tout ce qui est veille, et c'est pas choquant en soi, hein, on le sait très bien à la LEC, que ce n'est pas encore des choses qui sont parfaitement maîtrisées par tout le monde. Voilà, donc maintenant, on va répondre un petit peu à vos questions, si vous en avez. Oui, donc du coup, il y a deux premières questions. La première, est-ce que vous couvrez aussi dans vos missions de conseil, est-ce que vous couvrez aussi dans vos missions, pardon, des conseils de construction de maisons neuves basse consommation type briques monomure? Alors, ce n'est pas notre cœur de métier en tant que tel, mais on peut très bien vous renseigner par rapport à ça. Comme je le disais donc, au tout début, on est surtout spécialisé dans la rénovation énergétique, donc beaucoup moins sur les constructions neuves. Mais on va pas ne pas répondre à votre question si jamais on vous a au téléphone. Donc, on va forcément vous renseigner autant qu'on le peut sur un projet neuf. Voilà. Donc, c'est pas notre cœur de métier, mais on peut le faire. Et puis, c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Là, on l'a vu sur la conception bioclimatique. Ça s'applique plutôt pour la construction neuve, mais quand on fait une rénovation, c'est intéressant d'intégrer aussi ces principes au fur et à mesure pour les différents postes de travaux. Une deuxième question. Je suis dans un immeuble de 1988, isolé à l'intérieur, laine de verre, placo. Est-ce que je peux mettre des enduits ou matériaux naturels au mur renforçant l'isolation? Faut-il refaire ce type d'isolation qui a 30 ans? D'accord. Alors, j'ai envie de dire que la réponse est un petit peu double. Alors oui, vous pouvez, on va dire, utiliser un enduit naturel pour améliorer notamment ces questions d'inertie. Donc, je peux penser, alors là, on rentre vraiment dans le conseil, on va dire, particulier, mais vous avez des enduits à la terre qui peuvent être utilisés pour renforcer justement l'inertie d'une paroi. Alors, ce n'est pas vraiment utilisable, en tout cas en optimal, sur des plaques de plâtre, mais ça peut tout à fait s'envisager. Vous pouvez très bien aussi rajouter un parement intérieur du style Fermacell pour là aussi rajouter un peu de densité, rajouter un peu on va dire de poids dans votre parement intérieur pour justement avoir un peu plus d'inertie dans votre logement. Au-delà de ça, notamment si votre isolation a 30 ans, très clairement, vous pouvez refaire l'isolation en même temps que le parement de finition ou l'enduit. Très clairement, si votre isolation a 30 ans, il vaut peut-être mieux refaire l'isolation tout court. Oui, et du coup, par contre, isolé par l'extérieur, ça permettra vraiment de garder justement l'inertie du mur et de protéger en fait le mur du soleil. C'est-à-dire que le soleil va taper d'abord sur l'isolation et pas sur le mur. Ça va empêcher que le mur emmagasine de la chaleur et la restitue progressivement la nuit au logement. C'est ça. Donc, avant peut-être de partir sur un projet individuel, donc qui serait une isolation par l'intérieur ou une reprise d'enduit ou de parement de finition, c'est déjà de savoir où est-ce qu'en est votre copropriétaire
Est-ce qu'il y a déjà eu une réflexion en AG sur un possible projet d'isolation? Est-ce que vous avez fait un audit réglementaire ou pas? Voilà, il faut déjà se questionner au niveau collectif parce qu'en effet, l'isolation par l'extérieur est plus efficace vis-à-vis de ces problématiques de confort d'été, très clairement. Alors voilà, c'est justement notre rôle de pouvoir répondre à toutes vos questions et voilà, c'est beaucoup plus facile après pour nous de le faire par téléphone ou sur rendez-vous pour vraiment étudier votre projet dans sa globalité. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter et à parler de ces services autour de vous. Une autre question, à partir de quand pouvons-nous relever les stores et rouvrir les fenêtres? Alors, logiquement, ça devrait être au moment où la température extérieure est égale ou plus faible que celle de l'intérieur. Bon, en période estivale, c'est rapidement compliqué, hein. Donc là, c'est plus au niveau du ressenti que vous pouvez avoir donc, à l'intérieur du logement. Donc, ça dépend à la fois de la température extérieure et de la température intérieure. Et aussi, du coup, de l'inclinaison du soleil. Je prends un exemple bête et méchant, mais si vous êtes exposé plein sud ou sud-ouest, là, le soleil, il ne se couche pas avant 21 h et des brouettes, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, ça dépend à la fois de l'ensoleillement de la pièce concernée et donc de la température intérieure. Globalement, pour tout ce qui est volets, on va vraiment regarder est-ce que le soleil atteint ces volets, ces stores, etc. Et pour les fenêtres, on va regarder plutôt la température. Une autre question, existe-t-il des tuiles de couleur blanche? De couleur claire en tout cas? Oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Après, je vous avoue que je n'ai pas forcément de modèle ou de marque en tête. Quand bien même j'en aurais, je ne peux pas vraiment vous les dire. Mais oui, oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Alors, une autre question, copropriété. Nous habitons dans un immeuble des années 60-70 et nous n'avons pas de double vitrage ni d'isolation. À l'heure actuelle, il n'est pas question de refaire l'isolation pour le propriétaire. Comment éviter l'effet de serre l'été et l'effet igloo l'hiver? Nous sommes exposés plein sud. Donc c'est sûr que si l'immeuble n'est pas du tout isolé, voilà, c'est déjà le premier point. Après, voilà, l'isolation, elle peut se faire, et c'est le mieux au niveau de l'immeuble complet, mais elle peut aussi se faire au niveau de l'appartement. Donc ça, voilà, on vous invite à nous contacter pour qu'on puisse vous donner plutôt des précisions sur ce que vous pouvez faire effectivement à l'échelle individuelle. Et je vois qu'il y a pas mal de questions en ce qui concerne la location, donc notamment les locataires. Alors, à l'heure actuelle, en tout cas à notre connaissance, il n'y a pas vraiment de levier réglementaire qui vous permettrait, entre guillemets, d'obliger le propriétaire à faire les travaux. Ce qui est certain, c'est que dans la réglementation à venir, notamment vis-à-vis de l'étiquette énergétique, il va y avoir justement, alors je ne sais plus en quelle année c'est, je crois que c'est en 2023, non? Je ne m'en souviens plus, mais je crois que d'ici les quelques prochaines années, il va y avoir du coup cette obligation réglementaire pour les logements les plus énergivores, donc F ou G en termes d'étiquette énergétique, de justement faire des travaux de rénovation pour ces logements-là. Et du coup, ça passera par une obligation. Mais ce n'est pas maintenant. De mémoire, je crois que c'est en 2023 sans m'avancer, mais c'est à vérifier. Oui, il y a une question. Donc, j'ai rénové mon toit avec de la laine de verre. J'apprends que ça aurait été mieux avec des copeaux de bois. Il fait chaud. Comment améliorer ceci? Alors, ce n'est pas des copeaux de bois, c'est de la fibre de bois. C'est le terme laine de bois ou fibre de bois qui est encore plus dense. Effectivement, la laine de verre est très utilisée en isolation de toiture, mais comme on l'a vu, elle n'a pas un bon déphasage thermique. Donc, voilà, c'est possible de soit refaire l'isolation, soit intervenir par l'extérieur, ce qu'on appelle le circling, où on va en fait enlever les tuiles, enlever toute la couverture, isoler du coup par l'extérieur. Souvent, il y a besoin de rehausser la toiture et ensuite on remet les tuiles. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus performant pour l'isolation, à la fois pour l'hiver et pour l'été, avec des matériaux avec un bon déphasage. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé pour les maisons individuelles, mais évidemment, l'isolation de la toiture sera beaucoup plus aisée si vous avez des combles perdus et non des combles aménagés. Il ne faut pas non plus se mentir, dès le moment où vous avez des combles aménagés, notamment avec des Velux ou des fenêtres en toiture, ça devient très très vite compliqué d'avoir un confort, on va dire, intéressant dans cette partie-là du logement. La fenêtre de toit, en fait, c'est un véritable four solaire, hein.
Donc, dès le moment où vous avez fait une de toiture, c'est très vite compliqué. Ou alors, il faut avoir un chien assis qui, du coup, va avoir une fenêtre verticale et du coup, sera aussi protégé de… voilà. Ou alors une protection adéquate pour la Mm. fenêtre en question. Mais bon, à ce moment-là, c'est un peu dommage pour la luminosité, etc. Donc, tout de suite, c'est… voilà. Il y a une question pour la BMC que je vais garder pour plus tard parce que je vais en parler un petit peu dans la deuxième partie. Voilà, je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, il y en a une que je n'ai pas dite. Faut-il isoler l'extérieur d'une maison individuelle construite en briques monomures, épaisseur 30 ou 35 cm? Je n'ai pas trop écouté, j'étais en train de lire Alors votre oui, question. donc effectivement, le principe du monomure, c'est que normalement, on n'a pas besoin d'isoler, de faire une isolation aussi épaisse. Par contre, des fois, ça peut valoir quand même le coup d'avoir une isolation complémentaire intérieure ou plutôt extérieure. Mais bon, après, voilà, il faut rentrer après vraiment dans le projet au cas par C'est cas. Et ça. voilà. Donc là, c'est vraiment du cas par cas et ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, les paramètres de confort que vous pouvez avoir chez vous. Et derrière aussi, des notions de retour sur investissement. Parce que typiquement, on parle d'isolation, mais si vous avez un retour sur investissement dans 45 ans, ça montre que ce n'est pas vraiment opportun de partir sur un projet comme celui-ci. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Et donc, en effet, là, c'est sur un rendez-vous, notamment à l'espace Info Énergie, où on pourrait répondre de manière plus rigoureuse à cette question-là. Je rebondis juste sur la remarque de, voilà, bref. Donc, notamment les fenêtres de toit qui permettraient donc de faire cheminée de tirage pardon, pendant la nuit pour aérer les maisons. Oui, en effet. En effet, c'est le cas. C'est le cas, mais ça pourrait être aussi le cas pour une fenêtre à l'étage. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une raison suffisante pour installer des fenêtres de toit, mais en effet, ça reste un élément à prendre en compte. En tout cas, il faut effectivement prévoir, si possible, de les occulter, ces Oui. fenêtres, et de les occulter plutôt par l'extérieur, parce Mm. qu'un simple store intérieur c'est trop tard en fait. La chaleur est déjà rentrée à l'intérieur. Alors certes, ça vous coupe la lumière, mais vous avez déjà fait rentrer la chaleur. On va peut-être redémarrer la présentation. Oui, on a répondu à toutes les questions. Je vois que le temps passe. Donc, Voilà, donc la deuxième partie sera un peu plus courte. Mais du coup, maintenant qu'on a vu tout ce que vous pouvez faire pour se protéger de la chaleur, on va voir effectivement comment apporter de la fraîcheur dans le logement. Alors, la première idée que vous avez sûrement eue ou que vous avez peut-être en tête, c'est on va climatiser. Donc la climatisation, en fait, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? La plupart des appareils qu'on voit et qui se vendent notamment au début de l'été ou en période de canicule, c'est ce genre d'appareil. Donc, par exemple, un climatiseur mobile monobloc. Monobloc, ça veut dire qu'il est dans un seul élément. Et du coup, on va avoir un gros tuyau d'évacuation qui va devoir aller par l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on entrouvre une fenêtre pour faire passer ce tuyau. Donc, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu dans la première partie, où on disait qu'il fallait fermer les fenêtres pour ne pas faire rentrer de la chaleur. Donc ça va obliger la climatisation à être plus efficace que en fait, l'arrivée de chaleur par la fenêtre entrouverte. Le deuxième type de climatiseur, c'est le climatiseur mobile split. Split en anglais, ça veut dire séparé. Donc là, on a deux éléments, un élément à l'intérieur de la pièce et le condenseur qui est à l'extérieur. Donc là, on a un tuyau qui est un peu plus petit. Voilà, donc la fenêtre va être un peu moins ouverte et on a moins de bruit parce qu'on a du coup le condenseur à l'extérieur. Par contre, ce bruit il peut aussi gêner les voisins. Donc pourquoi c'est une mauvaise idée effectivement d'utiliser la climatisation? Ça consomme beaucoup d'électricité. Même si elle fonctionne seulement 500 heures par an, elle consomme, même les climatisations performantes, consomme plus qu'un réfrigérateur ou un congélateur. Donc c'est quand même une consommation très conséquente. Il y a effectivement la problématique du bruit, de la fenêtre qui est entrouverte et surtout le principe c'est qu'on va produire du froid à l'intérieur et rejeter de l'air chaud à l'extérieur. Et on a bien vu dans la première partie que le phénomène des îlots de chaleur était justement généré par les activités humaines. Donc c'est un cercle vicieux. On a chaud parce qu'on a l'îlot de chaleur en ville, on climatise, on rejette de la chaleur, on a encore plus chaud, etc.
Et ensuite, la climatisation fonctionne avec un fluide frigorigène qui, s'il y a une fuite, est un gros émetteur en fait, de gaz à effet de serre, enfin, un pouvoir sur le réchauffement climatique qui est très important. Certains fluides ont un pouvoir sur le réchauffement climatique qui est de 1000 à 2000 fois celui du dioxyde de carbone qui sert de référence. Donc c'est vraiment très conséquent. Donc, le dernier appareil de climatisation qui existe, c'est le climatiseur fixe, voilà, qu'on appelle le split. Donc lui, il est installé par un professionnel parce qu'on a justement besoin de faire un trou dans le mur pour faire passer la gaine d'air chaud. On a aussi le condenseur qui est fixé en façade. Donc c'est un peu mieux parce que du coup, c'est un professionnel qui peut l'installer, qui peut le dimensionner par rapport à la pièce, mais ça ne résout pas tout. Si tout le monde utilisait la climatisation, la consommation d'énergie un jour de canicule serait multipliée par 2 par rapport à la moyenne annuelle. Et il y a une récente étude qui est parue tout début du mois de juillet sur les îlots de chaleur en région parisienne et qui montre que ça augmente de 3 degrés la température dans les rues de Paris, donc c'est vraiment considérable. Donc vraiment la climatisation à réserver aux personnes fragiles. Et ce qui est très important, c'est aussi au niveau du réglage. Souvent, quand on a la climatisation dans un bureau, on a tendance à la mettre très bas. Et en fait, c'est vraiment cette température qui va engendrer la consommation. En général, 26 degrés, ça suffit. Et c'est d'ailleurs la limite réglementaire qui est fixée. Et si on climatise à 26 degrés, on réduit la consommation de 40% par rapport à si on climatise à 20 degrés. Au-delà de la consommation, ce qui est préconisé, c'est d'avoir un maximum de 5 à 7 degrés d'écart de température entre intérieur et extérieur pour éviter les chocs thermiques, en fait, le stress que va subir le corps en passant d'un endroit très froid à un endroit très chaud et vice-versa. Voilà. Si vous avez besoin vraiment d'installer une climatisation, regardez absolument l'étiquette énergétique. Il faut savoir qu'elle a évolué au cours du temps et maintenant la pire étiquette, c'est la classe A. Donc on pourrait se dire que elle est performante et non, c'est le pire. Et donc le mieux, c'est la A++, A3+. Donc ça vaut vraiment le coup là de se pencher sur le sujet. Pour tout ce qui concerne effectivement ces problématiques d'isolation, de climatisation, on vous encourage vivement à nous téléphoner, à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse justement vous aider à analyser les devis, vous conseiller et voir effectivement si c'est ce qui correspond le mieux à votre situation. Hop. Alors, il y a quand même quelques alternatives à la climatisation. Alors, plutôt pour la construction neuve, mais qui peuvent aussi des fois être adaptées à la rénovation. Vous connaissez peut-être le puits climatique, qu'on appelle du coup puits provençal plutôt pour l'été ou puits canadien pour l'hiver. Le principe consiste à faire passer Alors, attendez, je cherche juste le pointeur. Voilà, à faire passer en fait... Là, voilà, à faire passer l'air extérieur, qui du coup en été est chaud, dans un tuyau qui est incliné et qui est du coup dans la terre, parce que la température du sol, elle est à peu près constante en été et en hiver, 12 à 14 degrés. Donc l'air en passant dans cette gaine va se refroidir et du coup va rentrer dans la maison en étant un peu plus frais. Alors, il y a des précautions à prendre, notamment sur l'évacuation des condensats, voilà, il y a des questions sanitaires qui peuvent se poser, mais ça peut être effectivement une solution. Voilà, hop. Après, on a aussi, toujours pareil, plutôt en neuf, mais aussi parfois en rénovation, sur une grosse rénovation, on peut installer une VMC double flux, dont le principe va s'appliquer comme pour l'isolation à la fois pour l'été et pour l'hiver. Donc l'idée, c'est d'avoir des flux d'air qui se croisent. Donc en été, l'air extérieur il va être plus chaud. Et l'idée, c'est de ne pas le faire entrer directement dans la maison, mais que via un échangeur de chaleur, il transfère une partie de sa chaleur à l'air qui est extrait de la maison. Et que du coup, au lieu de rentrer par exemple à 35 degrés, s'il rentre à 27, on a déjà gagné quelques degrés. Après, il y a des systèmes plus compliqués de VMC double flux adiabatique, de géocooling, où là, on va faire circuler de l'eau
à une profondeur beaucoup plus importante pour rafraîchir aussi, des systèmes de climatisation solaire. Voilà, c'est des systèmes qui sont plus adaptés à des bâtiments tertiaires ou des bâtiments de plus grande ampleur. Mais voilà, c'est pour dire que quand même, il y a des solutions, des alternatives à la climatisation. Mais je voudrais surtout insister sur les gestes simples mais efficaces que tout le monde peut faire chez soi, même sans travaux. Donc le premier et vraiment le plus important et le plus efficace, c'est l'aération. Donc, comme le disait effectivement un des participants, ce qui est le plus efficace, c'est d'avoir une aération qui soit traversante, donc sur deux façades opposées, et aussi de bas en haut pour avoir du coup cet effet de cheminée. Voilà, donc ça, c'est le plus efficace. Donc, on aère dès que la température extérieure est plus faible que la température intérieure. Si on peut laisser tout ouvert la nuit, eh ben, c'est le mieux. Après, on peut voir aussi, suivant en fonction de son logement, si on peut régler sa VMC pour avoir un débit d'air supplémentaire, pour avoir du coup une vitesse de l'air qui va améliorer un petit peu le confort. Voilà, et après, on a effectivement des solutions d'appoint, donc de ventilateurs, brasseurs d'air. Il y a aussi en ce moment pas mal de ventes de ventilateurs brumisateurs, d'humidificateurs. Alors, tous ces systèmes, ils ne vont pas climatiser ou refroidir la pièce, ils vont surtout brasser de l'air et du coup augmenter la vitesse de l'air et améliorer le confort. Attention, quand on achète ces appareils, à vérifier la consommation d'électricité et d'eau, s'il y a un brumisateur, et le bruit qui est généré. Tout ce qui concerne voilà, les brumisateurs ou les humidificateurs, en fait, c'est l'évaporation de l'eau qui va consommer de l'énergie, en fait, du coup, qui va rafraîchir. Par contre, si l'air est trop humide, ça va être beaucoup moins efficace. Donc, il faut en même temps que la VMC extrait cet air humide, sinon, au bout d'un moment, on arrive à saturation. Et là, par contre, ça devient vraiment inconfortable. Voilà, donc c'est comme on vous l'a expliqué donc, au tout début de la présentation, sur ces paramètres de confort. Là, on voit que l'humidité et les débits d'air sont des facteurs vraiment prépondérants pour le confort intérieur. C'est plus ou moins ce qu'on essaie de vous expliquer via les différentes techniques qui existent, mais c'est ça que ça veut dire. On ne va pas forcément changer la température de la pièce, par contre, on va améliorer le confort. Petite précision qui est toujours utile de le rappeler, comme ces appareils ne rafraîchissent pas la pièce, ne font pas baisser la température, c'est absolument inutile de les laisser tourner quand vous n'êtes pas dans la pièce. Voilà. Ça va juste faire une consommation d'électricité inutile. Pour améliorer un petit peu, on peut aussi mettre devant un ventilateur ou devant une fenêtre du linge mouillé, un drap, une serviette ou des bouteilles d'eau congelées. Donc là, c'est toujours pareil, c'est l'eau en s'évaporant qui va rafraîchir. Et sinon, une solution, c'est aussi de se rafraîchir soi-même plutôt que de rafraîchir son logement. Par exemple, en allant se promener en forêt ou dans un parc à côté de chez soi. En général, on sent tout de suite la différence entre un endroit où on sent les bâtiments rayonner la chaleur le soir et un parc ou de la verdure où on sent tout de suite la fraîcheur et aussi l'humidité des végétaux. On peut aussi effectivement prendre une douche ou un bain de pied le soir et bien sûr boire de l'eau. J'ai juste mis ces petites photos pour dire que contrairement à une idée couramment répandue, prendre une douche très froide, une douche glacée ou boire de l'eau glacée, c'est pas forcément efficace. Pourquoi ? Parce que sur le moment, ça va nous faire du bien, nous refroidir, mais ça va un petit peu trop stresser le corps, qui du coup va se demander qu'est-ce qui se passe. Et pour compenser, va produire de la chaleur. Donc, ça va être contre-productif peut-être une demi-heure ou une heure après. Donc, ce qui est conseillé, c'est vraiment de prendre une douche tiède, voire un petit peu fraîche, mais pas trop. Et par contre, ce qui marche très très bien, c'est de ne pas se sécher et du coup de laisser l'humidité s'évaporer elle-même. Et ça, vraiment, ça produit, on peut tous le noter, c'est vraiment un effet rafraîchissant. Une dernière diapo sur le contexte sanitaire actuel et les préconisations, notamment en termes
de climatisation et de ventilation. Alors, c'est plutôt pour les locaux de bureau, hein, il n'y a pas vraiment de préconisation pour chez soi, mais je voulais quand même en parler. Donc, il y a deux facteurs. Favoriser le renouvellement de l'air, donc c'est si il y a des particules virales dans l'air, qu'elles soient diluées. Donc, pour ça, favoriser plutôt l'aération par ouverture des fenêtres. Donc, quand on n'est pas dans la pièce, bien ouvrir des fenêtres pour renouveler l'air. Utiliser une VMC, mais sans recyclage de l'air. Et après, limiter le brassage de l'air, donc qui pourrait avoir comme problème de disperser justement des particules virales. Donc, utiliser la climatisation vraiment seulement si c'est nécessaire et avec la vitesse d'air la plus faible possible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression d'avoir un courant d'air. Voilà. Et les ventilateurs, donc qu'ils soient sur pied ou sur socle, sont plutôt à éviter parce que pour le coup, ils ont une vitesse d'air élevée et ils peuvent disperser des particules virales sur une grande distance. Voilà. Donc du coup, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu compliqué pour cet été, mais voilà, d'autant plus important de favoriser tous ces petits gestes qu'on a vus et voilà, de réfléchir aussi sur les solutions à plus long terme d'isolation ou d'aménagement des espaces, que ce soit à la maison ou au travail. Voilà, pour finir, les résultats de la deuxième question du sondage. Donc, on voit que vous êtes à peu près 90% à aérer votre logement la nuit. Donc, voilà, c'est très bien. Il ne manque plus que 10% pour compléter. Voilà, créer des courants d'air, aussi plus de 55%. Voilà, ça c'est vraiment le plus efficace, créer un grand courant d'air traversant ou de bas en haut. Et après, voilà, la plupart utilisent un ventilateur. Voilà, pour les résultats du sondage. On vous a mis les liens des sources que l'on a utilisées pour faire ce diaporama. Vous pouvez consulter pour aller plus loin. Et vous pouvez bien sûr consulter le guide de l'ADEME, chaud dehors, frais dedans, qui vient d'être mis à jour. Voilà, on a fini. On va peut-être laisser. On va répondre un petit peu aux questions du coup Ouais. vous avez. Il y en a quelques-unes qui ont été posées. Alors, est-ce qu'une cave de 35 mètres carrés située sous une maison pourrait faire office de puits canadien en utilisant une VMC qui remonterait cet air frais dans une maison? Alors, en soi, oui, mais pas comme ça. Si vous avez pu voir la vidéo, alors vu qu'elle a été coupée en plein milieu, peut-être que vous ne l'avez pas vue, mais si vous avez une cave, le plus simple, c'est tout simplement de faire un appel d'air en ouvrant, on va dire, l'accès de la cave par rapport au reste du logement. Si c'est une cave qui est juste en dessous du rez-de-chaussée, imaginons, c'est plus simple de faire ça comme ça. Si vous reliez la cave au logement en tant que tel via une VMC, vous allez juste créer une pression-dépression et ça ne va pas engendrer grand-chose. Ce qui est important de retenir par rapport au puits canadien, c'est que c'est prélevé à l'extérieur et que c'est refroidi via la terre. Donc, vous n'avez pas cette problématique d'utilisation d'un même air dans un même logement. Donc, ça ne marcherait pas vraiment pour le coup, ou en tout cas pas comme ça en tout cas. Après, il y a une question oui, sur le free cooling. Alors, effectivement, géocooling, free cooling, voilà, il y a quelques solutions comme ça qui émergent, mais qui ne sont pas encore très, très répandues. Mais effectivement, c'est des solutions qui vont sûrement se développer à l'avenir, parce que la problématique, elle reste très importante. Alors, le refroidissement avec les bouteilles de glace engendre en effet une surconsommation d'énergie étant donné qu'elles ont été mises dans un frigo au préalable. De l'eau froide, ça peut mieux faire le boulot, non? Alors, oui, forcément. Après, il faut quand même prendre ça aussi avec des pincettes. C'est que votre congélateur, a priori, n'est pas utilisé que pour refroidir donc ces bouteilles d'eau. Il y a sûrement d'autres choses dedans. Donc, c'est entre guillemets moins grave, mais en effet, il y a quand même du coup une utilisation énergétique derrière. Est-ce que l'eau froide marche mieux? Elle va marcher pendant un temps, mais ça va vite devenir inefficace. Donc, évidemment, n'utilisez pas votre congélateur uniquement pour ça. C'est voilà, c'est des alternatives à la climatisation, donc ce sera mieux que la climatisation. Après, effectivement, hein, le mieux, c'est d'avoir chaud et de ne rien faire chez soi au niveau énergétique. Mais voilà, peut-être que l'humidification d'un linge sera quand même plus efficace, effectivement, que les bouteilles de congé et consommera moins d'énergie. Après, c'est un petit peu comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est du cas par cas. Hein. Enfin, je veux dire, ni ma collègue ni moi-même ne serions en capacité de vous dire est-ce que de l'eau froide dans votre logement
assurer du coup cet office de climatisation pendant X temps. Ça, c'est à faire chez vous comme expérience pour voir si c'est vraiment efficace ou pas. Après, il y a une autre question sur voilà, débrancher tous les appareils électroniques permet de réduire la température à l'intérieur. Alors, en fait, on va limiter la surchauffe. Alors, il faut pas espérer un rafraîchissement brutal, mais tout ce qu'on va pouvoir couper, effectivement, qui dégage de la chaleur, va éviter d'encore augmenter la température. On parle des appareils en fonctionnement, mais aussi des veilles qui, mises bout à bout, peuvent contribuer à ces apports internes. Une dernière chose qu'on n'a peut-être pas précisé pendant le diaporama, effectivement, les frigos congélateurs, ils fonctionnent aussi grâce à des pompes à chaleur. Donc, ils produisent du froid à l'intérieur et ils rejettent du chaud. En été, ils sont quand même très sollicités. Donc, c'est intéressant aussi des fois de les décoller un petit peu du mur, parce que normalement, on devrait laisser 7 à 10 cm entre le frigo et le mur pour justement permettre cet échange de chaleur. Et en été, c'est encore plus vrai. Donc, s'ils sont trop près du mur, pensez à les décoller un petit peu. Ça évitera qu'ils reprennent l'air chaud, que le frigo reprenne l'air chaud qui vient de sortir pour le refroidir. Donc, le frigo fonctionnera mieux et produira moins de chaleur aussi. Est-il intéressant en été de couper la VMC le jour et de la faire fonctionner que la nuit? Et si oui, quels sont les horaires optimales? Alors là, c'est plus, C'est c'est plus plus embêtant. compliqué. C'est plus embêtant. Alors, en théorie, en soi, ce ne serait pas inenvisageable. Enfin, la seule raison qui serait, on va dire, comment dire, qui expliquerait que vous pourriez faire ça, c'est si vous n'êtes pas du tout présent dans le logement dans la journée. Évidemment, si ce n'est pas le cas, couper la VMC, c'est la pire idée. Si par contre, en effet, pour une raison X ou Y, il n'y a personne vraiment dans le logement durant toute la journée, en soi, moi, je ne vois pas forcément de contre-indicative, enfin voilà, de contre-mesure par rapport à ça. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il faudrait peut-être davantage contacter une conseillère en environnement intérieur pour peut-être avoir plus de renseignements par rapport à ça. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous avez donc des personnes qu'on appelle des conseillères ou des conseillers en environnement intérieur qui ont un petit peu notre rôle, mais plutôt axé sur la qualité de l'air intérieur et axé sur tout ce qui est ventilation dans le logement. Donc c'est vrai que nous, on n'est pas forcément des experts de la ventilation. Donc ça pourrait être intéressant de poser la question justement à ce genre de profil. Enfin, nous, on répond sur la ventilation, sur le côté énergétique, Voilà. mais pas forcément sur l'aspect sanitaire. Voilà. C'est ça. Et la VMC, en fait, elle sert aussi beaucoup à évacuer l'humidité. Donc, tout dépend effectivement de l'occupation du logement. Mais si, par exemple, on a du linge qui sèche pendant la journée, ça va produire de l'humidité. Et typiquement, on est moins bien dans un air humide et chaud. Enfin, voilà. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas avoir trop d'humidité. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur les brumisateurs. Si on a trop d'humidité, on se sent moins bien. Donc, Surtout que derrière, en coupant la VMC, vous pouvez très bien avoir des pathologies qui peuvent arriver sur le logement. Je pense aux moisissures notamment, ce n'est pas les seuls. Mais si votre logement est plus ou moins sensible justement à ces taux d'humidité, couper la VMC n'est pas une bonne idée. Donc en fait, vraiment pour répondre du tac au tac par rapport à cette question, il faudrait déjà avoir des informations par rapport à votre logement, voir si vous avez déjà eu un passif vis-à-vis des problématiques d'humidité. Et derrière, comme je vous disais, avoir quand même un contact avec un conseiller ou une conseillère en environnement intérieur pour faire le point global sur le sujet. on a une dernière question justement sur la conception. Quelle est la meilleure orientation pour un séjour, une cuisine ou des chambres? Alors, c'est plus ou moins ce qu'on a vu en tout début de présentation par rapport à cette conception bloc climatique. Donc, on est plutôt sur un séjour, normalement, exposé sud. Et tout ce qui est chambre et cuisine, plutôt dans des espaces plus au nord, comme un petit. Alors, pas comme des espaces tampons, mais comme des pièces qui ne sont pas concernées par des températures élevées en journée. Donc, typiquement, votre chambre n'a pas besoin d'être à 20 degrés tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un séjour, donc une pièce de vie qui soit bien exposée au sud. Encore une fois, en prenant en compte la problématique du confort d'été. Ce qui est intéressant
par rapport à cela, parce que pour faire ce PowerPoint, on a forcément fait des recherches de notre côté, hein, et on est tombé sur des articles qui commençaient à se poser des questions sur est-ce que finalement la conception bioclimatique à venir, dans les décennies à venir, ne devra pas davantage prendre en compte le régime des vents et finalement l'approche de confort d'été plutôt que finalement prendre l'approche bioclimatique actuelle qui est finalement en corrélation avec la course du soleil. Donc c'est vrai que c'est des choses très intéressantes à en parler, on pourra en parler pendant un petit moment, mais à l'heure actuelle en tout cas, ce qui est préconisé, c'est ces jours donc façade sud et donc espace tampon sur la façade nord, donc tout ce qui est buanderie, tout ce qui est pièces techniques par exemple. Euh, voilà, c'est plutôt ça. Donc, sur toutes ces questions-là, vous avez des tonnes et des tonnes de ressources disponibles sur Internet. Vous en trouverez d'ailleurs un petit peu dans les annexes qu'on vous a données donc à la fin de ce PowerPoint. Mais vous avez vraiment de quoi faire, hein. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez largement trouver les informations qui vous intéressent. Ouais, et je compléterai juste en disant que pour les chambres, effectivement, une chambre à l'ouest, si c'est un mur du coup et une fenêtre qui a pris la chaleur pendant toute l'après-midi et la soirée, ça peut être compliqué d'aller se coucher directement dans cette chambre-là. Donc effectivement, le soleil du matin est en général plus facile à gérer parce que il dure moins longtemps et puis c'est pas juste avant d'aller se coucher. Il y a une dernière question sur effectivement une indication sur le taux d'humidité agréable par forte chaleur. Donc globalement, le taux d'humidité qui est la plage de taux d'humidité qui est recommandé dans un logement, c'est entre 40 et 60% d'humidité. Donc on évite surtout d'avoir des logements trop humides qui pourront après à terme effectivement amener pas mal de problèmes, notamment des moisissures, mais on évite aussi d'avoir un logement trop sec qui va avoir tendance à assécher les muqueuses, la gorge, etc. et à créer des irritations. Mais voilà, la plage recommandée, c'est entre 40 et 60% que vous pouvez effectivement vérifier avec un hygromètre pour mesurer le taux d'humidité. Voilà. Dans la vidéo, on montre aussi un thermomètre. C'est vrai que c'est un petit outil qui coûte vraiment pas grand-chose, mais qui permet d'objectiver aussi le ressenti que l'on a. Parce que le confort, il dépend effectivement de ces paramètres, mais après, il est très variable d'une personne à l'autre. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir mesurer la température à l'intérieur, à l'extérieur. Le mieux, c'est d'avoir un thermomètre intérieur et extérieur pour pouvoir justement comparer et voir qu'est-ce qu'il en est réellement au-delà de notre ressenti. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, est-ce que vous organisez régulièrement des webinaires sur ce type de sujet? Alors, de plus en plus, avec la pandémie, on essaie de rester en contact avec les particuliers sur notre cœur de métier, on va dire. Donc oui, on essaie d'en faire de plus en plus. Comme je disais au tout début de la présentation, on a du coup une chaîne YouTube donc, de l'ALEC. Vous pouvez retrouver du coup tous les webinaires qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Mais ça a vocation en effet de perdurer dans le temps. Donc en effet, on aura sûrement l'occasion de refaire des webinaires, alors pas forcément sur le confort d'été, hein, sur d'autres sujets, hein, mais en tout cas, oui, c'est fort probable qu'on en fasse d'autres dans le temps. Et n'hésitez pas du coup à nous dire quels seraient les thèmes qui vous intéresseraient pour les prochains webinaires. Là actuellement, du coup, il y a en rediffusion le premier sur les offres à 1 euro et le deuxième sur la qualité de l'air intérieur où du coup on est rentré beaucoup plus dans le détail sur tout ce qui concerne la ventilation, les polluants de l'air intérieur, l'humidité, etc. Donc c'est aussi un petit peu en lien quand même avec la thématique. Il y avait justement l'intervention d'une conseillère médicale en environnement intérieur qui a apporté son éclairage. Donc, je vous invite vivement à le regarder. C'était très instructif. Eh bien, écoutez, merci pour votre participation à tous. J'espère que vous avez apprécié du coup ce webinaire. D'après ce que je vois, c'était plutôt le cas, donc tant mieux. Et puis encore une fois, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à votre projet personnel ou autre, n'hésitez pas du coup à contacter l'espace Info Énergie de votre région, hein, parce qu'on parle de l'ALEC, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément tous d'Isère. Donc n'hésitez pas en tout cas. On vous répondra par téléphone ou sur rendez-vous. Et après, on a aussi un accompagnement plus poussé pour des projets de rénovation globale où on peut vraiment vous suivre et vous aider à analyser les devis des travaux, etc.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos services qui sont gratuits, neutres et indépendants. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément précisé, et je terminerai sur ça, mais vous avez des espaces info-énergie partout en France, hein, dans chaque département. Donc, ce qu'on fait là, d'autres personnes le font partout en France. Donc, n'hésitez pas surtout à prendre contact avec l'espace info-énergie de votre département, tout simplement. Voilà, bah, écoutez, on vous souhaite de passer à tous une bonne soirée. Encore merci pour votre participation. Et puis, sûrement, on se donne rendez-vous d'ici quelques semaines, quelques mois pour un autre webinaire sur un autre sujet. Merci et bonne soirée à tous. Et oui, effectivement, on enverra le lien de la rediffusion, enfin de l'enregistrement de la vidéo à toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, vous recevrez directement le lien. Voilà. Très bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.